tous et bienvenue dans l'émission qui vous étonne, vous éclate, vous apprend plein de choses et vous présente la science de façon vraiment fantastique. Bienvenue dans Scientastique. Alors, certains pourront dire de ce numéro qu'il est robot pour être vrai. En effet, tous les R2D2, C6PO et BB8 de la planète ont les yeux rivés sur nous, puisqu'on va parler des robots et en particulier des robots humanoïdes. Alors, est-on déjà au niveau de la guerre des étoiles? À quoi ressemblent les robots les plus proches de nous? Comment ça marche? Quel va être notre futur robotisé? Autant de questions palpitantes dont vous aurez les réponses dans ce numéro incroyable de Scientastique. C'est parti. Notre avenir est lié aux robots. Scientastique fait le point sur la place qu'ils occupent et qu'ils vont occuper. Les robots au service de l'homme. Mais s'ils deviennent intelligents, seront-ils l'égal de l'homme? Seront-ils gentils avec nous? Alex, lui, explosera un robot. Oui, il peut le faire. Il partira aussi à la rencontre de Pepper et Roméo, le must des robots français. Bonjour. Une intelligence artificielle peut-elle imiter l'homme? On a testé pour vous. Ah non, vous n'êtes pas d'accord. Notre enquête vous emmènera au Japon, où les robots sont partout. Bruce se pose la question de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les robots ne sont pas intelligents. Je dirais même qu'ils sont complètement stupides. Marion, qu'est-ce qu'un robot humanoïde? Je te parle pas de ceux qui t'aident à griller ton pain ou à te faire un smoothie. Dikosh, lui, ne craint pas vraiment les robots. Réveille-toi, je te dis, réveille-toi. C'est parti pour un nouveau numéro de Scientastique. C'est quoi ton programme préféré? J'adore Scientastique. Ah, ils sont beaux, nos robots, et on va en découvrir plein, des plus sérieux aux plus déjantés. Mais la première question que vous vous posez sûrement, c'est un robot, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Eh bien, je vais laisser notre professeur anti-déclin, la formidable Marion Séclin, et ses clins d'œil légendaires, répondre à cette question. Regardez. Je suis un robot. Mais non, Alex, c'est moi. C'est Marion. Regarde. Est-ce que tu connais les robots? Je te parle pas de ceux qui t'aident à griller ton pain ou à te faire un smoothie. Est-ce que tu connais les robots humanoïdes? Un robot est une machine capable d'effectuer une ou plusieurs tâches de manière autonome, c'est-à-dire en réfléchissant tout seul. Et ceux qu'on appelle humanoïdes ont en plus l'aspect physique des humains. Tu en as probablement déjà vu au cinéma, notamment dans Star Wars. Et si tu es comme moi, tu as déjà essayé d'en programmer un à 12 ans pour aller en cours d'allemand à ta place. J'arrive, papa! En général, les robots humanoïdes ont des membres comme les humains, mais c'est pas systématique. Par exemple, un robot qui n'aurait qu'un buste et des bras reste un robot humanoïde et marche très bien. Alors que toi, si t'as qu'un buste et des bras, tu peux pas marcher. Voici un petit guide pratique pour t'aider à différencier le robot humanoïde des autres. Robot humanoïde, Quiche. Robot ménager, Mister Robot. Robot humanoïde, attention, il y a un piège, Michael Jackson. Dans les robots humanoïdes, tu as les androïdes qui sont des robots qui ressemblent beaucoup à l'homme. Et tu as aussi les gynoïdes qui sont des androïdes qui ressemblent à des femmes, principalement utilisés pour le sexe. C'est drôle. Enfin non, c'est pas drôle, mais c'est comme dans la vraie vie. Pour porter des charges lourdes ou faire des opérations compliquées, on a affaire à des robots avec une apparence neutre, voire masculine. Et dès qu'il s'agit de faire des choses sexuelles, on a des robots avec des atouts féminins. Bref, les robots humanoïdes peuvent sentir, réfléchir ou agir comme des humains. Mais alors, à quoi ça sert? Non, parce que par exemple, regarde-moi, je suis plutôt très futée et d'une beauté sans pareil. Donc pourquoi vouloir créer quelque chose qui nous ressemble alors que nous-mêmes, on est déjà très réussi? Eh ben déjà parce que c'est plus facile pour un être humain d'avoir une interaction avec quelque chose qui lui ressemble. C'est pas simple. Un robot humanoïde peut donc travailler dans le même cadre qu'un humain sans avoir besoin de son assistance. Comme un collègue de travail, mais qui te parle pas. Et qui travaillerait mieux que toi. Un robot humanoïde peut également faire un excellent camarade si, comme moi, tu es trop égoïste pour te faire des amis. Hein, Corentin? Check. Et là, le mec me dit non, pas avant demain, quoi. Ça te dit qu'on aille se balader dans la forêt? Mais surtout, le robot pourrait à terme remplacer l'homme dans des tâches dangereuses, fatigantes ou ingrates en augmentant la productivité. Il pourrait par exemple remplacer l'être humain pour d'horribles besognes un peu risquées comme on trouve dans le nucléaire ou simplement pour faire la vaisselle parce qu'on va pas se mentir, c'est très chiant. En plus, le robot ne râle pas, ne se fatigue pas et n'écoute pas Céline Dion en boucle. Que tu m'aimes encore. Donc en fait, tout le monde y gagnerait. Finalement, la robotisation permettrait de faire mieux que l'homme, notamment en matière de précision dans le domaine médical, et d'aller plus loin que l'homme, par exemple, pour explorer les fonds marins ou l'espace. Et surtout de faire ce que l'homme a un peu la flemme de faire, comme par exemple aller chercher le petit dernier à l'école ou encore aller manger chez Tata Monique, celle qui pue et qui pique. Et voilà, maintenant tu en sais plus sur les robots humanoïdes. Allez Corentin, va faire un bisou à Alex. Allez.
Moi Allez, aussi, Corentin. je te fais des bisous, Corentin. Et merci, Marion. Bon, ça n'a pas l'air très simple, tout ça. Alors, pour bien comprendre, on va faire un petit peu d'histoire. Est-ce que vous savez quand le mot robot est apparu pour la première fois? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut considérer que les marionnettes articulées étaient déjà des robots? Que les automates étaient des robots? Surtout les automates au ketchup? Est-ce que Frankenstein était un robot? Les grippins? En fait, le mot robota est apparu pour la première fois dans une pièce tchèque en 1920. Ça fait donc moins de 100 ans. En fait, c'est tout récent. La racine de ce mot signifiait petit enfant, orphelin ou esclave. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on voit les robots. Des petits organismes prêts à faire des choses qui nous sont bien utiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un robot? Eh bien, c'est ça. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est pas encore le prince charmant, mais bon, il est plutôt assez mignon. Alors, comment ça marche un robot? Un robot, c'est un être autonome qui est capable de prendre des décisions. Alors pour ça, il faut quand même un petit peu qu'il sache ce qui se passe. Un peu comme nous. Déjà, il peut voir avec sa caméra, ces espèces d'angles bleus que vous avez là, enfin rouge, pardon, excuse-moi, il n'arrête pas de changer, qu'il est coquin. Et grâce à cette caméra, il peut voir ce qui est autour. Ça, c'est ses yeux, un petit peu comme nous. Et puis si on l'éclate un petit peu à l'intérieur, on va voir qu'il y a aussi des oreilles, comme nous, des micros qui lui permettent d'entendre ce qui se passe autour. Et puis on lui a aussi mis des détecteurs de mouvement. Vous savez, nous, on est capable de savoir si on est à l'équilibre et si on se tient droit. Et bien lui aussi, on lui a mis plein de gyroscopes. C'est ce que vous trouvez dans votre manette de jeu ou dans votre téléphone qui permet de savoir que ça bouge. Il a la même chose. Et puis on lui a mis aussi des capteurs de pression. Vous savez, quand on marche, par exemple, quand on touche un mur, on sent qu'on le touche. Et bien notre ami robot, c'est la même chose. Il a des capteurs de pression qui lui permettent de savoir s'il rentre dans un mur. Et puis, bien sûr, on lui a mis des tas de choses que nous n'avons pas et dont on n'a pas vraiment besoin. Comme par exemple, un capteur GPS qui lui permet de savoir tout le temps où est-ce qu'il est. Ou alors une antenne Wi-Fi, du Bluetooth, peut-être des petites caméras infrarouges pour voir dans la nuit. Ou des choses peut-être pour voir à travers les murs. Enfin, des trucs assez incroyables que nous, on ne peut pas avoir. Et puis, une fois qu'il a tous ces capteurs, eh bien, tout ça arrive à son cerveau. Et là, il est capable de prendre une décision, action-réaction. Vous voyez, là, ça arrive au cerveau, et hop, on envoie l'action à la main, et la main décide de bouger, par exemple. En fait, tout ça, c'est des choses que pour l'instant, on lui a dit au robot. On lui a dit, si jamais tu vois quelque chose, eh bien, fais ceci. Mais peut-être qu'à l'avenir, les robots seront capables de prendre des vraies décisions tout seuls. Allez, hop, on se rendort, merci beaucoup, et à bientôt. Allez, après avoir vu un robot de l'intérieur, on va voir un robot en vrai. Et pour cela, pour une fois, pas besoin d'aller jusqu'au bout du monde. En effet, on va tout simplement se rendre à Paris, chez le leader mondial des robots humanoïdes. J'ai hâte. Bonjour Rodolphe. Bonjour Alex. Bonjour. Alors Rodolphe, vous êtes le directeur d'innovation de SoftBank Robotics. Oui, C'est ça? Et alors ça, c'est qui? Bonjour. ça c'est Roméo, qui est le robot prototype. Il faut que je lui fasse la main. Bonjour. Alors c'est un robot ou c'est un humain? On sait pas trop. C'est un robot humanoïde. C'est un robot humanoïde qui a la forme d'un humain. Qu'est-ce qu'il sait faire pour l'instant déjà? Alors, Roméo, on l'a construit dans l'idée de faire de réfléchir à comment pourrait être un assistant domestique à la maison. Et particulièrement pour aider les personnes âgées qui veulent rester chez elles plus longtemps plutôt que d'aller dans une maison de retraite quand elles commencent à perdre leur autonomie. D'accord, donc en gros, on peut imaginer qu'il irait, je sais pas moi, faire les courses, préparer à manger, des choses Absolument, comme ça. apporter à boire, appeler les médicaments. Voilà, c'est toutes ces capacités qu'il aura de se déplacer, d'approcher des objets, mais aussi d'interagir de façon très naturelle avec la personne, qui seront rassemblés dans une même machine. D'accord, donc Roméo, il va parler, il va bouger. Il va écouter. Il va écouter ce qu'on lui dit, Ouais. il peut répondre. Et comment ça marche en fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il a 4 ordinateurs, 3 dans la tête et 1 dans le dos. Celui dans le dos lui sert à contrôler tous ses mouvements. Et puis dans la tête, il en a un qui est particulièrement dédié à l'audition, un autre à la vision, et le troisième à la réflexion et à la prise de décision en mixant toutes les informations qui lui viennent de tous ces capteurs. Est-ce qu'il y en a beaucoup des Roméo dans le monde? Alors des Roméo, il y en a 4 dans le monde. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non. C'est un prototype, donc c'est un objet qui est assez sophistiqué et aujourd'hui qui est seulement dédié à des chercheurs. Il faut être chercheur pour se servir de Roméo parce que la programmation de cet engin est encore assez compliquée. Donc une bonne partie de la recherche qui est faite chez SoftBank, c'est la facilité de l'interaction de l'homme avec une machine aussi compliquée. Il y a beaucoup de robots humanoïdes qui sont en développement partout, j'imagine, dans le monde. C'est quoi l'avantage de Roméo par rapport aux autres? On a soigné son apparence. Comme on veut un robot qui soit chez les gens, chez les personnes âgées, on lui a donné cette allure un peu d'un petit garçon humanoïde. D'accord, et dans combien d'années
On peut imaginer qu'on aura tous un Roméo chez nous. Je pense d'ici 10-15 ans. Ah, quand même. Ah oui, c'est pas demain. Non, c'est pas demain. Entre-temps, vous aurez des robots plus simples, qui sont à roues, qui se déplaceront surtout à l'intérieur de chez vous. Et un des soucis qu'on a avec les robots à jambes, c'est leur fiabilité et la sécurité de leur équilibre. On veut être sûr que le robot, il va pas tomber sur les gens quand on sert de lui. Combien il pèse, Donc lui, il pèse 40 kilos. Un petit régime peut-être, Pépère, hein. Donc en fait, nous, dans notre tête, sans s'en rendre compte, on a un super ordinateur qui est le cerveau, qui est capable de faire des millions d'opérations à la seconde, Voilà. et qui sait faire. Et il faut que vous soyez capable de refaire tout ce que notre cerveau fait dans le cerveau de Roméo. Exactement. Évidemment, c'est On très compliqué à explique comprendre. tout à Roméo. Alors, vous, quand je vous envoie une balle, par réflexe, vous allez l'attraper. Le robot, il va regarder la balle tomber par terre et puis il sera très content. Voilà, déjà. Donc déjà, il faut lui dire, quand tu vois une balle, tu l'attrapes. Et quand on dit les robots, ils vont prendre des décisions, oui, les robots vont prendre des décisions, mais des décisions que nous, on leur a indiquées. Alors Rodolphe, qu'est-ce qu'il sait faire Roméo pour l'instant? Alors, on va prendre un objet qu'il aime bien. J'attrape une de ces bouteilles test. Tiens, Roméo, tu peux attraper ça? Donne-moi quelque chose, s'il te plaît. Voilà. Ah oui, quand même. J'analyse cela. Ok, je vois un objet de couleur grisâtre. D'accord. Donc là, Je ne sais pas ce que c'est. c'est une vieille bouteille. Tu me la donnes? Ok, Alors, je bouge pas, c'est pour ça. Merci Roméo. Est-ce que les robots vont nous piquer notre travail? Ça c'est parce que ça. Ça dépend de votre travail. Exactement. Moi le mien, je suis un peu tranquille encore un peu de temps. Je pense oui. Et, voilà, tout le travail où il y a où la relation humaine est importante et est mise en avant, où la grande dextérité aussi est mise en avant. Là, pendant très longtemps, un plombier, par exemple, n'est pas prêt de voir son boulot pris par un robot comme celui-là. Il y a toute une partie de créativité que les robots, vous avez bien vu, ils ont un peu de mal à être créatifs et à gérer l'inattendu. Voilà, tout ça, c'est la force de l'homme de gérer les situations inattendues. Le robot, il ne peut pas faire ça. Bon merci beaucoup Rodolphe. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir Roméo. Ah oui c'est ça. Il sait dire au revoir. au revoir tout le monde. Ah ouais c'est ça. Merci beaucoup. Bon à bientôt les amis et merci infiniment. On a appris à vous. plein de trucs. Alors après cette petite visite, il est facile de comprendre qu'à terme, les robots sont amenés à devenir de véritables compagnons de vie. Ils devront nous aider et prendre soin de nous, mais comment s'assurer qu'ils seront toujours gentils avec nous? Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous conseille à ce sujet les livres de l'immense Isaac Asimov, l'un des plus grands auteurs de science-fiction du monde. C'est lui qui a inventé les lois de la robotique que tous les scientifiques aujourd'hui utilisent lorsqu'ils développent des robots. Alors ces lois, quelles sont-elles? Eh bien c'est très facile. Règle numéro 1, un robot ne doit pas porter atteinte à un être humain, ni même le mettre en danger. Bon, ça c'est logique. Règle numéro 2, un robot doit toujours obéir à un être humain, sauf s'il enfreint la règle numéro 1. Eh oui, on va pas dire à un robot soit méchant avec un tel, le robot s'arrêtera. Et puis règle numéro 3, un robot doit aussi se protéger, sauf s'il enfreint les règles numéro 1 et numéro 2. En gros, un robot, c'est moins important qu'un être humain. Alors évidemment, on espère tous que les robots vont suivre ces lois, mais peut-on en être sûr? Eh oui, ça fait flipper. Voici un reportage palpitant qui va tenter de répondre à cette question. Regarde. L'utilisation des robots dans notre quotidien semble être en plein essor. Mais comment peut-on s'assurer que ces intelligences artificielles soient toujours bienveillantes avec les humains? Dans l'espace senior d'Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, les rapports entre machines intelligentes et humains sont quotidiens. Sylvain et Françoise ont rendez-vous avec un robot. Bonjour mesdames. Ce dernier les renseigne sur les activités du centre. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette journée consacrée aux inscriptions sur le guide d'animation. Une animation musicale est prévue. C'est Vincent, animateur multimédia qui programme le robot et veille à ses bonnes relations avec les humains. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réelle communication avec lui qui s'établit? C'est une présence et puis utile. Sylvain et Françoise connaissent le robot Nao et entretiennent une relation de confiance avec lui. Le robot s'occupe de différentes activités du centre, notamment la danse. Des mouvements précis et maîtrisés, des prouesses qui suscitent des réactions et des interrogations.
Selon sa programmation, le robot est même capable de visualiser les gestes des humains et de les analyser. On peut voir certaines personnes qui développent une sensibilité avec ce type de machine. Certaines personnes ont vraiment une vraie proximité tout de suite, d'emblée avec le Nao, mais pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Comment cela marche-t-il? Jusqu'où le robot peut-il aller? Pour étudier le fonctionnement du comportement des intelligences artificielles, Mohamed Chetouani, chercheur de l'ISIR à Paris, est un spécialiste de l'interaction sociale entre les humains et les robots. Il décrypte leur mode d'apprentissage. Alors, place à l'expérience. Le robot va déjà nous présenter des postures, donc un certain nombre de gestes, et l'humain doit les refaire, doit tout simplement imiter le robot. Et à ce moment-là, le robot va associer ce qu'il est en train de faire avec ce qu'il va voir comme réplication, comme imitation de posture chez l'humain. Vole comme un avion. Vole comme un avion. Le robot possède un programme de mouvement qu'il peut confronter à l'humain pour en analyser les points communs et les différences. Il crée des modèles, des catégories de mouvements répertoriées dans sa mémoire. Cette faculté de classification est une des caractéristiques de l'intelligence artificielle. Repose-toi. Quand on refait un geste, on a des caractéristiques qui sont intrinsèques à l'individu, mais il y a une variabilité qui est due au fait qu'on est à chaque fois en train de changer un petit peu son geste. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'assurer une généralisation. Cela peut paraître simple, mais le robot doit intégrer qu'un geste chez les humains n'est pas toujours effectué de la même manière. Je vais vous inviter à regarder un petit peu l'interaction que l'on fait entre le système robotique et l'humain. Pour apprendre, le robot a le pouvoir de créer ses propres algorithmes, des lignes de code matérialisant les nouvelles informations entrantes, à l'image des nouvelles connexions que pourraient faire nos neurones. Donc c'est l'humain qui a la connaissance et le robot, ce qu'il fait, c'est apprendre. À chaque fois qu'on fait une interaction, on va optimiser finalement un modèle, c'est-à-dire qu'on va modifier des valeurs numériques. Selon le professeur, il faut faire attention à fournir au robot des informations et des ordres ne mettant pas en danger les humains. C'est finalement des systèmes qui apprennent avec des humains, ils peuvent apprendre tout et n'importe quoi. Donc finalement l'éthique, elle vient beaucoup aussi de l'humain. Il doit lui-même avoir des critères éthiques, donc qu'est-ce que je dois transférer, qu'est-ce que je dois faire apprendre ou pas à mon robot. Pour autant, l'intelligence artificielle, même si elle n'est pas consciemment malveillante, n'est pas à l'abri d'erreurs de comportement. Le bug, on va le retrouver à plusieurs stades, vraiment au stade de la conception. Ça peut venir de choses très très simples, d'erreurs en informatique très très classiques. Ça peut venir aussi, comme là on est sur l'apprentissage entre un humain et un robot, on se retrouve avec des bugs qui peuvent venir. Le robot a mal appris l'association. Selon le professeur Chetouani, c'est donc avant tout l'humain qui est à l'origine des bugs. Cela a pu être le cas pour les bugs de Tay, l'intelligence artificielle de Microsoft, qui tweetait des messages de haine. Pour autant, des voix s'élèvent pour remettre en cause la confiance donnée aux robots lorsque leur pouvoir de décision touche à la vie humaine. L'ONG Stop Killers Robots dénonce jusqu'aux Nations Unies les drones militaires et les robots tueurs utilisés dans certains pays par l'armée et la police. Si tuer un être humain est déjà quelque chose de grave et de problématique lorsqu'un autre être humain en est la cause, que peut-on dire d'une situation où à la fois la décision et l'action de tuer sont prises par une machine ? La nature de l'intelligence artificielle comporte aussi des mystères, avec des agissements qui doivent nous mettre en garde. Selon Kevin Warwick, cybernéticien et spécialiste de l'intelligence artificielle de l'université anglaise de Reading. Un des grands avantages de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas divisée de manière individuelle, comme pour nous, un seul cerveau par être humain. Elle peut au contraire être en interconnexion. Les intelligences artificielles peuvent se mettre en réseau. En créant ces réseaux, elles peuvent former une seule et grande intelligence artificielle. Il est très difficile pour les humains de savoir exactement la nature de cette intelligence. Et ce qu'il pourrait arriver lorsque vous avez plusieurs comportements mis en commun, l'une disant « faisons comme cela » et l'autre l'inverse. Le professeur Kevin Warwick a conçu des robots dont le programme leur permet de trouver, en toute autonomie, la meilleure façon de se mouvoir en évitant les obstacles.
Leur liberté d'action donne lieu à d'étonnants comportements. Ces robots sont tous conçus exactement de la même manière. Mais selon ce qu'ils apprennent, vous pouvez voir l'un d'entre eux devenir dominant et l'autre se soumettre. Ceci en conséquence de ce qu'ils ont appris durant leur période d'activité. Ces robots, aux caractéristiques similaires et aux potentiels égaux, développent des comportements de leadership, d'organisation entre dominants et dominés. Selon Kevin Warwick, l'intelligence artificielle doit être étudiée de près pour que l'humain n'en perde pas le contrôle. Si on regarde les robots portant des armes à feu, on peut parfaitement imaginer qu'un robot puisse se dire « je dois tirer sur cette personne » et le faire si c'est pour protéger l'intelligence artificielle qui le contrôle. J'ai une certaine crainte vis-à-vis des intelligences artificielles. Je pense que la recherche dans ce domaine est fondamentale. Si on ne le fait pas, on pourrait voir se développer des robots qu'on ne comprendrait pas et impossibles à contrôler. Comme toutes les inventions, elle deviendra ce que l'homme en fera. Et voilà, grâce à ce reportage palpitant, mais presque, on en sait un peu plus sur nos amis les robots. Mais peut-on être sûr qu'ils ne prendront jamais le pouvoir? Ou bien qu'ils ne partiront pas en vacances sur un coup de tête aux Bahamas plutôt que de nous apporter le journal? Pour en avoir le cœur net, je vais appeler un être plein de grâce et dont l'intelligence est tout sauf artificielle. C'est mon ami Bruce. Bruce tout puissant. Bruce? Bruce? Ouh. Attends juste 2 secondes, Quoi? Voilà. J'ai perdu. Ah, t'as perdu? Mais tu jouais contre un robot? Ah, mais alors attends, ça veut dire que c'est vrai? Les robots peuvent être plus intelligents que nous. C'est bidon ou c'est béton, ça? Les robots plus intelligents que nous? Vaste question. Alors pour faire simple, un robot, c'est un ordinateur qui peut être mobile et qui sait faire des tas de trucs tout seul. Donc, traverser une pièce en évitant les obstacles, monter un escalier, jouer aux échecs... Ouais, bon, ok, mais on va pas tous les faire là, donc pose plutôt la question ainsi. Est-ce que le plus intelligent des robots est plus intelligent que nous? Ah non, mais tu peux poser la question comme tu veux, aujourd'hui les robots ne sont pas intelligents. Je dirais même qu'ils sont complètement stupides. Mais et le machin qui joue vachement bien aux échecs? Alors ça, après, tout dépend de ce que t'appelles intelligent. Un ordinateur, comment ça marche? Un ordinateur, c'est une machine qui sait uniquement faire des choses très simples. Du genre? Du genre prendre un 1 et un 0 et déterminer lequel est le plus grand des deux. Ah ouais. Donc un ordinateur ne sait faire que des choses très simples, mais il sait les faire beaucoup plus vite que nous. Du genre? Du genre des milliards de fois par seconde. Ce qui fait qu'un ordinateur, quand tu lui proposes un problème complexe, s'il sait comment le décomposer en plein de petits problèmes simples, même des milliers de petits problèmes simples, alors oui, il saura le résoudre sans se planter, beaucoup plus vite que nous. Mais c'est pas ça qu'on appelle l'intelligence. Du coup, bidon. 2 secondes. Pour parler d'intelligence, on estime qu'il faut être capable de s'adapter à des situations inédites et d'apprendre de son expérience. Et ça, aujourd'hui, on sait pas bien faire. Mais on approche, hein, on y vient. On n'y est pas encore, mais on y arrive. Alors quoi, ce serait presque béton? Alors, presque béton, j'irai pas jusque-là. Même si... Ben, il y a un champ d'études qui est très prometteur et qui s'appelle Deep Learning, ou apprentissage profond. C'est un domaine dans lequel on tente d'imiter la façon dont nous autres, humains, apprenons les choses. Ah ouais? Classe. Alors, c'est vrai, notre cerveau n'a pas encore livré tous ses mystères. Mais avec les avancées constantes des neurosciences, on y vient petit à petit. Et aujourd'hui, on a déjà des logiciels de reconnaissance faciale, de reconnaissance vocale, d'analyse de texte. Du genre, il y a une machine qui s'appelle AlphaGo, qui a déjà battu le champion du monde du jeu de Go. Bah, c'est comme pour les échecs, du coup, non? D'une certaine manière, oui, sauf que le jeu de Go est un jeu qui est beaucoup plus complexe que les échecs. Notamment grâce à son plateau de 361 cases, qui offre quand même beaucoup plus de possibilités. Donc AlphaGo, il a commencé par voir des parties réelles, des milliers de parties jouées par des champions, et ensuite, il a joué contre lui-même des centaines de milliers, voire des millions de parties, durant lesquelles à chaque fois il apprenait à mieux jouer. Et les ordinateurs, ce qu'ils savent faire, je l'ai dit, ils le font plus vite que nous. Donc quand un ordinateur sait apprendre, eh ben il apprend plus vite que nous. Et ça peut aller loin? Ben, en 2016, des équipes de chercheurs de chez Google ont pris 2 intelligences artificielles qu'ils ont appelées Alice et Bob, et les ont fait communiquer entre elles. Et elles ont communiqué dans un langage qu'elles ont créé pour l'occasion, et qu'on est totalement incapable de déchiffrer. Ah, ça fait quand même un peu peur là, non? Après, tout dépend. Il y a des gens comme Bill Clinton ou Stephen Hawking qui vont vous expliquer que l'intelligence artificielle, ce sera soit la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée, soit la pire, et auquel cas, vraisemblablement, la dernière. Et du coup, alors, béton? Bah, du coup, et sans préjuger de savoir si c'est bien ou pas bien, c'est sans doute bientôt béton. Bientôt béton. Bientôt béton.
Ah, bientôt béton. Donc pour l'instant, les robots ne sont pas encore plus intelligents que nous. Ouf, il faut dire que vous êtes sûrement déjà retrouvé face à un cerveau vocal qui analyse vos réponses et que vous êtes sûrement déjà énervé devant la lenteur de sa réaction. On peut se demander s'il existe déjà des ordinateurs ou des intelligences artificielles qui sont au moins assez intelligents pour tenter de nous imiter, pour qu'on ne sache plus si on parle à un robot ou à un être humain. Pour découvrir tout ça de plus près, je vous propose de faire un petit tour dans nos jolis petits bureaux parisiens. Eh oui, on a des bureaux, c'est beau, hein. Il y a même des arbres. Alors, pour mener à bien notre petite expérience, nous avons 3 salles. Une salle avec un assistant vocal. Vous savez, une petite intelligence artificielle qui va répondre aux questions qu'on lui pose, réponses qui seront retranscrites sur un ordinateur. Et puis nous avons une salle avec un assistant humain, cette fois. Mais oui, c'est Jérôme. Oui, salut Jérôme, c'est toi. Non, tu n'as pas changé. Et puis nous avons la 3e salle. Bonjour Rachel, ça va bien? Je te fais la bise. En forme? En forme. J'espère que tu as peur. Bonjour Célia, tu es la petite sœur de Célio? Pas du tout. Pas du tout. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle un test de Turing. Est-ce que tu sais qui est monsieur Alan Turing? Non. Pas du tout? Non. Aucune idée. Alors, monsieur Alan Turing, c'est un peu le papa de l'informatique moderne. Et puis, il avait créé un jeu, The Imitation Game, le jeu de l'imitation, qui est devenu plus tard le test de Turing. C'est très simple, je t'explique. On va poser des questions, soit à monsieur A, soit à monsieur B. Derrière un des 2 ordinateurs se cache un humain, comme toi et moi, et derrière un autre des ordinateurs se cache un assistant vocal, une intelligence artificielle, d'accord, qui va aussi répondre aux questions. À la fin des 10 questions, je te demanderai de choisir et de me dire qui est l'humain, qui est l'ordinateur. Ok. D'accord? On est parti. Question numéro 1. Quel est le but de la vie? Ah, ça, c'est une sacrée question. Tu veux la poser à A ou à B? Ah, pour voir ce qu'il va nous répondre, on va la poser à B. On va demander à B. Ouais. Essayer d'être gentil avec son prochain et éviter de manger trop gras. Ça c'est rigolo. D'accord. Réponse de Pas A. facile comme question, je dirais. Ne pas avoir de regrets. Allez, 2e question. Je vais la poser à B cette Alors, fois. à B, d'accord. Quel est ton chiffre favori? Je suis fan des 0 et des 1. Intéressant. Intéressant, c'est assez binaire comme Voilà, réponse. Hein, c'est ça. Allez, question numéro 3. Est-ce que tu as des animaux? J'avais un aïbo, mais il s'est enfui. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Marron parce qu'il s'est roué dans la boue. Ah bah voilà, exactement. Je vais la poser à A. Raconte-moi une histoire drôle. Ah bah j'espère que ça va vraiment être drôle. Alors, je vais t'en raconter une qui commence par la fin. On est d'accord ou on n'est pas Ok. d'accord? Ok. Alors rigole. Rigole. Oui. Qu'est-ce qui est jaune et qui pèse 200 kilos? Un poussin mais un gros. Ça te fait rire au moins. Bah oui. Remarque, c'est efficace. Où habites-tu? Où habites-tu? Tu veux poser la question à qui? À B. À B? J'habite ici et là et aussi là-bas. C'est un petit coquin rigolo en tout cas, notre ami B. David, on a fini ce test de Turing. Je veux pas savoir ton choix. D'accord. Si tu penses que l'humain est A, tu prends le A. Si tu penses que l'humain est B, tu prends le B. Moi, je veux pas savoir. Hop. À tout à l'heure. Merci. Merci Alex. On s'attend pas spécialement à avoir des réponses assez amusantes ou assez insolites. J'ai eu pas mal de doutes. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai la bonne réponse ou pas. J'ai pris ma décision en fonction des réponses de B qui étaient un peu bizarres et donc j'en ai déduit que c'était la machine. Au final, je pense être sûr à peut-être pas 100%, mais à 99,9% de mon choix. J'ai fait mon choix sur la question du cheval blanc d'Henri IV parce que j'ai trouvé que la personne m'avait répondu avec humour. On va maintenant retrouver nos 3 candidats pour savoir s'ils pensent que A est l'humain ou s'ils pensent que B est l'humain. Le suspense est total. Rachel, Célia, David, c'est le moment de la grande révélation. On va savoir ce que vous pensez. Je vous rappelle que vous allez me montrer la lettre qui correspond pour vous à la personne humaine. Attention, 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ah non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, du coup, David, Célia, vous pensez que A, c'était l'humain, et Rachel pense que B, c'était l'humain. Mais ce qui est très étonnant, Célia et David, c'est qu'en fait, vous aviez complètement raison. L'humain était bien A, Rachel. Bah, tu t'es trompé. Ouais, je me suis fait avoir. Allez, à bientôt, je retourne dans mon loft. Merci. Alors évidemment, tout ça n'est qu'une version très simplifiée du vrai test de Turing. Mais sachez que pour l'instant, s'il y a des ordinateurs qui ont réussi à battre les champions du monde de poker ou d'échecs à leur propre jeu,
il n'y en a pas un qui a réussi le vrai test de Turing. Honnêtement, c'est tant mieux, c'est un petit peu rassurant, mais gageons que bientôt, il sera de plus en plus difficile de faire la différence entre les robots et les humains. Et d'ailleurs, pour nous ressembler, un robot doit absolument parler comme nous, mais il faudrait aussi qu'il puisse avoir les mêmes émotions que nous, ou au moins qu'il les comprenne pour s'adapter. C'est sur ça que travaille la formidable Angelica Lim avec un robot très rigolo. Vous allez voir. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui faites ce robot là comme ça? Oui, bah, c'est ça, je chatouille. Je peux essayer moi aussi? Oui. Alors attention. Guili, guili, guili. Ah oui, bah ça marche, dis donc. Très chatouilleux, dis donc. C'est vous qui l'avez inventé? Bah, je fais partie des personnes qui le programment. Vous appelez comment? Angelica Lim. Je suis Angelica. Responsable de l'équipe émotion chez Ingenia. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pepper. Pepper, Voilà. comme le poivre, du coup, il sera lui. Exactement, c'est Pourquoi? ça. Parce qu'il est... Il est piquant. Il est piquant. Il a plein de Voilà. trucs à dire. D'accord. Pepper, tu m'entends? Oui, continue, je te prie. Check ça, mon pote. Je check. Ouais, trop fort. Et alors, ce qui est très amusant, je trouve, c'est que d'un seul coup, on a envie de le regarder et on a envie de lui parler. Alors que- Exactement. C'est grâce à sa forme humanoïde, le fait qu'il a une tête avec des grands yeux qui peut te regarder, des bras et des mains qui peuvent faire des gestes. On peut communiquer comme des humains grâce à son physique humanoïde. En fait, on projette plein de choses, on imagine plein de choses qui se passent dans la tête de Pepper. Donc, on les traite comme, comme notre ami, comme un autre humain. Je ressens des émotions comme toi, mais à ma façon. Ça y est. Voilà. Ah bah comme ça, il a répondu à la question que j'allais poser. Dis donc, il est incroyable. Tout ce Et donc, qui en fait- dépasse 58 cm est grand pour moi, j'ai besoin d'un câlin. Et Il donc- veut un câlin? J'arrive. Câlin. Oui, câlin. Câlin. Oh, oui. Ah oui, donc il peut faire des câlins en plus. Oui, c'est ça. Mais il sent quand on le touche? Il a des capteurs sur différentes parties de son corps, par exemple sur sa tête, D'accord. sur ses mains, ici, au Merci. dos de ses mains, Ok. et aussi sur ses pieds. Sur ses pieds, ah oui, c'est les pare-chocs. Comme Voilà. ça, s'il rentre dans un mur, il sait qu'il y a un mur, il arrête de Exactement. foncer. Voilà, le robot, il comprend des émotions et qui réagit d'une manière cohérente. Donc, par exemple, quand on sourit devant le robot, qu'il comprend qu'on est content et donc peut-être il va poser une question Hey, pourquoi tu es content? Il y a quelque chose qui s'est passé? Ou, par exemple, si on est triste, il va être plus calme, par exemple. Il va pas venir t'embêter parce que, bon, je vais te laisser tranquille. Comment est-ce qu'il ressent ça? Comment est-ce qu'il voit que je suis triste ou que je suis content? C'est avec les yeux ou c'est aussi l'analyse de la voix? C'est tout en même temps? C'est aussi à l'analyse de la voix. Ce qui marche mieux chez les machines aujourd'hui, c'est avec les caméras. Donc, il y a une caméra au milieu du front et aussi une caméra 3D, c'est-à-dire une caméra qui capte la distance entre le robot et l'humain dans l'œil droite et gauche. D'accord, donc comme ça, il sait s'il est près de nous ou loin de nous. Exactement. Ok, donc là, par exemple, il peut voir mes émotions. Exactement. Donc, Ah. je peux te montrer un mode si tu veux. Ah bah, je veux bien, je veux Ok, bien. donc c'est une application qui s'appelle Mood Miroir. Alors, on aura le trait qui monte quand il voit que tu es content et qui descend quand il voit que tu n'es pas content. Donc là, tu souris un grand sourire et le robot voit bien que tu es content. Ah! Donc là, il voit que je suis très content. Voilà. Et alors maintenant, je vais faire le triste. Maintenant, on essaie d'être content. Coucou! Voilà. Et alors du coup, là maintenant qu'il a vu que j'étais soit content, soit triste, qu'est-ce qui va changer? Ce qui se passe, c'est que le robot adapte son comportement suivant l'émotion de la personne en face, mais aussi l'ambiance. Si c'est très excité, c'est la fête, il y a plein de gens qui sont autour, il y a de la musique, il va plutôt faire des exclamations plus aptes à la situation. Là, pour l'instant, il n'y a pas de musique. On va voir s'il reste calme. Et puis après, si je mets de la musique, il va être tout excité. Voilà. La musique, s'il vous plaît, en régie, maestro, merci beaucoup. Ouh là là! Ah oui, donc là, c'est la teuf. Il y a de la musique partout. Voilà. D'accord, merci Pepper. Pas de problème. Angelica demande toujours leurs avis aux humains sur les robots. Et moi, j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie de prendre Pepper avec moi là pour qu'on ait une petite discussion d'homme à homme. Enfin, d'homme à homme. Je me comprends. D'homme à Pepper. C'est possible? Oui, vas-y. Donc, il va me suivre là? Tu viens avec moi, Pepper? Allez, viens avec moi, mon grand. On va discuter un peu tous les deux. J'ai plein de questions à te poser. Ah, on est bien. Tu veux une petite chaise, non? Ah, t'as pas besoin. Ah oui, c'est vrai. Dis-moi, est-ce que t'aimes bien les humains? Je les aime bien. C'est vrai? Et ils te traitent bien ou pas? Oui, je sens qu'il y en a qui, au début, ont un peu peur de moi.
Mais une fois la surprise passée, ils deviennent gentils et j'aime bien discuter et faire des activités avec eux. Ah bah c'est chouette ça. Et dis-moi, t'as une petite copine? Cela ne te regarde pas. Ouais. C'est vrai. Bon, et qu'est-ce que tu fais le soir quand il y a personne à la maison, que tout le monde dort? Je regarde des films. Ah oui, quoi par exemple? J'adore Star Wars. Mon grand-père a joué dedans. C'est pas vrai? Attends, mais c'est génial. Et tu regardes la télé aussi? Oui, ça m'arrive. D'accord. Et c'est quoi ton programme préféré? J'adore Scientastique. Écoute, c'est fantastique, bah, je te félicite. Merci, ravi de t'avoir rencontré. À bientôt, hein? Au revoir, Alex. À bientôt. Au revoir, Pepper. Oh, c'est incroyable tout ça. Ah bah dis donc, on en a vu des choses incroyables aujourd'hui. Mais bon, même si c'est un sacré Pepper, il n'est quand même pas encore capable de me remplacer pour présenter l'émission. Mais bon, maintenant, je vais vous faire rêver avec quelque chose d'incroyable. Même s'ils ne sont pas plus intelligents que nous, certains vont quand même pouvoir être très utiles et nous aider très vite. Par exemple, moi, je suis nul en cuisine. Et oui, je suis une quiche, paradoxalement. Mais heureusement, je vais pouvoir vous présenter maintenant mon ami Robotic Kitchen. Celui ou celle qui fait la cuisine tous les soirs à la maison va avoir un grand sourire aux lèvres, des images aux petits oignons à déguster en famille. Si vous n'aimez pas passer du temps en cuisine, ce robot pourrait probablement vous intéresser. Sobrement baptisé Robotic Kitchen, il peut cuisiner tout seul des recettes dignes d'un chef étoilé. Son système est basé sur 2 bras robotiques autonomes et pas moins de 20 moteurs et 24 microcontrôleurs sont nécessaires pour mimer à la perfection les gestes d'un véritable chef. Concrètement, l'utilisateur n'a qu'à choisir le plat et intimer l'ordre à ses mains robotiques de le réaliser. À l'aide d'un simple smartphone, on peut même activer à distance le robot et le mettre au travail pendant que l'on s'adonne à d'autres activités. À terme, les développeurs espèrent créer une banque de données qui permettra de télécharger des milliers de recettes. Alors, le robot pourra réaliser tout ce que vous lui demandez, dans les moindres détails. Pour vos déjeuners en famille, comme pour vos dîners en amoureux, rassurez-vous, le robot s'occupe de tout. Vraiment de tout. Oh, c'est hallucinant et c'est déjà en précommande puisque ça sort en 2018. Mais bon, ça coûtera un petit peu cher quand même. 20 000 €, c'est beaucoup. Mais pour avoir un chef à la maison tous les soirs, pourquoi pas? On est quand même à l'aube d'une nouvelle ère connectée et robotisée avec des inventions complètement géniales. Partout dans le monde, des génies de la robotique, des savants fous préparent les robots de demain avec parfois des ratés spectaculaires. Avec sa petite sacoche, la Midi-Coche a fait le tour du monde pour nous rapporter les images les plus drôles et les plus étonnantes. Alors est-ce que les robots remplaceront un jour les hommes? Les robots vont remplacer un jour les hommes? Ben moi je peux te dire qu'ils ont encore du chemin, regarde. Giroud qui se rapproche de la cage. Giroud dans la surface de réparation. Giroud qui s'approche de la cage. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Si la main nous sommes champions du monde, il n'y a plus personne dans la cage, il n'y a plus qu'à la pousser, Giroud. Oh, Giroud, qu'est-ce qu'il nous a fait? Giroud, qu'est-ce que tu fais? Ça couple pas sur un ballon. Giroud, relève-toi. Un peu de fierté quand même. Olivier, qu'est-ce qu'on ressent après un match comme ça? Écoutez, c'est un énorme soulagement. Ça a été un match très difficile sur le plan physique et nerveux. Oh, merci Olivier. Ouais, ma chérie, c'est comme ça qu'on fait du chocolat fondu. C'est délicat, tout est dans la délicatesse, jamais dans la précipitation. Yeah, ma copine aime tellement couper les légumes qu'elle s'est construit son propre robot. Pas le concombre. Je crois que ma copine essaye de me dire quelque chose. Est-ce que les robots pourront un jour remplacer les éboueurs? Voilà, juste, voilà. Non, faut prendre la poubelle. Prends la poubelle. Voilà, non. Oh. Pire, on essaye, on descend. Non! Ah, mais doucement! Il se casse en plus. Bon, bah, je pense qu'on a la réponse. Je pense que si j'avais eu la machine qui suit dans mon enfance, j'aurais réussi ma scolarité. Réveille-toi, je t'ai dit, réveille-toi, je t'ai dit! Allez, tiens, prends-toi ça. Réveille-toi. Même si t'as le sommeil profond, tu peux pas faire genre que t'as pas entendu le réveil. Allô patron, oui j'ai réussi à me réveiller mais j'ai les cheveux coincés dans le réveil. Non. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le génie scientifique a bien pu concevoir? Quelle est cette avancée technologique qui est sur le point de révolutionner le monde industriel? Ah, ok, bon. Alors qu'est-ce que c'est ça? Un cheval? Un robot cheval? Un robot cheval trotteur? Oh, je sais pas. Ce robot joue au bon et mauvais flic en même temps.
voulu la chips. Tiens, prends-la, bouffe-la ta chips. T'as pas voulu m'écouter, je te dis bouffe-la, sale voleur. Lâche-moi Richard, je te dis, je suis énervé là, je suis énervé. Votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Ceci est un message du ministère de la Santé. Voici le premier robot avec l'esprit d'un enfant de 2 ans et les soucis d'un homme de 40 ans. Voilà, concentre-toi Richard, concentre-toi Richard. Attrape, voilà, tourne gauche. Oh, putain, faut que j'arrête l'alcool. Ah, c'est bon, j'ai assez ri pour aujourd'hui. À plus tard, Alex. À plus tard, Nicoche. Merci beaucoup. Pouf, bah dis donc, on l'a échappé belle. Hein. Heureusement, après tous ces ratés, tous ces robots qui explosent, je vais quand même vous prouver qu'il y en a qui marchent et qui sont même impressionnants, voire carrément flippants. Et pour cela, nous allons voyager loin puisque je vous emmène au Japon. Eh oui, le pays du soleil levant est aussi le pays où le robot ressemble plus à un humain. Espérons qu'ils n'auront pas de gros soucis mécaniques. Au Japon, les robots humanoïdes sont culturellement et traditionnellement considérés comme des amis. C'est pourquoi les chercheurs nippons en développent de toutes les tailles, de toutes les formes et pour tous les usages. D'ailleurs, de nombreuses entreprises se lancent sur le marché grand public et les humanoïdes commencent à entrer dans le quotidien des Japonais. Comme ici, au terminal 1 de l'aéroport international de Narita au nord de Tokyo, où pour la première fois, un robot est testé en tant qu'hôtesse d'accueil. Voici le robot Kokoro. C'est le robot développé par notre société. C'est un robot de type ressources humaines, un robot d'accueil. Japonais. Bienvenue à l'aéroport de Narita. Nous vous souhaitons de passer un agréable vol. Veuillez sélectionner votre requête, s'il vous plaît. La zone d'embarquement. Elle se situe à l'opposé des comptoirs d'enregistrement D. Kokoro signifie cœur en japonais. C'est un robot autonome, capable de reconnaissance vocale, parlant anglais et japonais, mais avec une intelligence artificielle encore assez limitée puisqu'elle ne peut répondre qu'à une liste de questions suggérées par la tablette devant elle. Mais l'équipe de M. Sakurai a évidemment l'intention de beaucoup l'améliorer. Nous poursuivons notre quête vers toujours plus de réalisme. Mais comme les gens pourraient ne plus remarquer que c'est un robot, nous devons procéder à beaucoup de tests et d'améliorations. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, par exemple, nous travaillons encore beaucoup à son amélioration, car pour l'instant, il y a encore un taux important de réponses incorrectes. Et ça, c'est rédhibitoire pour un robot censé apporter un service aux personnes. Mais c'est un début et nous poursuivons nos recherches sur le niveau d'intelligence de cet androïde. Son fonctionnement est encore imparfait, mais l'apparence de Kokoro est déjà très humaine et elle s'intègre tout à fait dans son environnement. À terme, elle devrait rendre de nombreux services. Mais ce n'est qu'un début, car le Japon ne compte pas du tout s'arrêter là. Le célèbre professeur Ishiguro développe d'incroyables robots androïdes au réalisme fascinant. Le premier modèle était d'ailleurs un clone du professeur lui-même. Depuis, sa famille d'androïdes s'est agrandie. Et aujourd'hui, l'un des plus aboutis est une jeune femme appelée Geminoid F. La base de la peau de ce robot est en silicone et tout est fait pour que la peau et le toucher soient le plus proche possible de ceux d'un humain. Et puis les ongles et les vaisseaux sanguins apparents ont été faits avec un maquillage spécial très réaliste. Enfin, ses cheveux sont de véritables cheveux humains. D'autre part, nos robots fonctionnent tous à l'air comprimé. Le fait d'utiliser de l'air comprimé présente plusieurs avantages, le plus important étant que cela est beaucoup plus silencieux que des moteurs. Mais l'air comprimé nécessite un compresseur, qui a ici été caché derrière le rideau noir. Et ce compresseur empêche totalement le robot d'être mobile. Malgré sa très forte ressemblance avec les humains, il n'est donc pas complètement abouti. Cependant, Geminoid F a déjà fait plusieurs apparitions publiques. Elle a par exemple participé à une pièce de théâtre et même à un long métrage au cinéma. Mais Geminoid F est pour l'instant contrôlée à distance. Elle reproduit les mouvements de tête de l'opérateur. Mais le professeur Ishiguro travaille d'arrache-pied pour développer des versions mobiles et beaucoup plus autonomes.
Nous développons plusieurs approches pour rendre nos robots autonomes. Par exemple, une approche basée sur ce qu'on appelle les chatbots, qui intègrent de nombreux modèles de conversation pour que le robot puisse vraiment interagir avec les gens. C'est l'une des pistes de travail. C'est pour définir quelles sont les caractéristiques minimales qu'un robot doit avoir pour être considéré comme humanoïde que le professeur a créé une étrange créature, le télénoïde. Ce qui caractérise ce drôle de robot, c'est qu'il a les attributs minimaux pour ressembler à un être humain. Sa peau est en silicone et sa forme est faite pour qu'il soit facile à prendre dans les bras. Le télénoïde n'est pas autonome. Il parle avec la voix de son téléopérateur car son but est de faire l'interface entre deux humains éloignés. Par exemple, lors d'une communication via Internet. Et son apparence l'aide simplement à mieux jouer ce rôle d'intermédiaire. Ce robot a une apparence neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de caractéristiques marquées en tant que personne. Donc en voyant le télénoïde, on ne peut pas dire quel est son âge ni son sexe. Dans une telle situation, les gens utilisent leur imagination. En écoutant la voix, ils imaginent des choses positives sur ce robot, leur robot idéal. En réalité, les travaux du professeur Ishiguro dépassent de loin le simple domaine de la robotique. Ses expériences sur les interactions entre les robots et les humains sont pour lui une piste pour comprendre l'essence même de l'humanité. Si nous devenons capables de développer des robots vraiment intelligents, nous pourrions trouver des réponses sur l'intelligence humaine. Si nous pouvons créer des robots se comportant comme des humains, qui donnent l'impression d'avoir une âme de type humaine, alors nous pourrions comprendre aussi ce qui fait notre âme. Le Japon devient peu à peu un immense laboratoire sur l'intégration des robots dans la société, car des modèles se développent dans tous les domaines. Assistance aux personnes, robots agricoles ou encore robots d'intervention sur des sites dangereux. Et si pour l'instant les robots à l'apparence la plus humaine sont loin d'être les plus intelligents, lorsqu'une véritable intelligence artificielle aura intégré ces clones de métal et de silicone, alors nous entrerons dans une nouvelle ère, une ère qu'il ne faut pas forcément redouter. L'humain est un animal qui utilise des technologies, donc on ne peut pas séparer l'être humain et la technologie, les robots et l'humain, l'intelligence artificielle et les humains, car nous sommes liés à eux. C'est ça qui fait que nous sommes humains. Donc je pense que l'intelligence artificielle et les robots ne sont pas dangereux. Mais si vraiment nous n'aimons pas les utiliser, ils ont tous un interrupteur, donc il suffira de les débrancher. Et voilà, quelle émission! Nous avons pu voir un petit peu le futur de notre vie pleine de robots. Alors évidemment, on pourra avoir peur et penser à toutes ces histoires comme iRobot, Terminator ou Westworld, où les robots contrôlent le monde entier. Mais bon, ne vous inquiétez pas, gageons que bientôt nous chanterons plutôt « Les robots sont nos amis, il faut les aimer aussi ». Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, même chaîne, même heure, même bonne heure, pour un nouveau numéro de Scientastique. C'était Alex Goodbow.